Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Amandemba, Amandemba, eh. Otep Serge Balok, C'est Matawi. bienvenue pour ce nouvel enregistrement Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. sur les éditions Kepri TV. Nous restons disponibles nous sommes disponibles sur Facebook, sur YouTube. Vous tapez juste kepri.tv pour le hashtag et maintenant pour nous retrouver pour le nom c'est juste Kepri TV. Donc nous vous convions à venir partager avec nous sur le thème qui porte sur le multi-espace de vie, notamment la communion avec nos dévanciers. Ok, donc déjà, qu'entendez-vous par la communion avec nos dévanciers? La communion est une transaction. La communion est un échange entre nous qui sommes sur le plan physique et ceux qui sont sur le plan immatériel. Ceux-là qui sont sur le plan immatériel sont la plupart du temps des personnes qui ont vécu dans cet espace, pas tous forcément, des personnes qui ont vécu dans cet espace et qui ont œuvré à l'expansion de la lumière. Donc tous ceux qui sont dans l'espace immatériel sont nos dévanciers, qu'ils se soient déjà incarnés ou pas. Vous voyez cela. Donc la nature des transactions qu'on peut avoir avec eux, la nature des échanges qu'on peut avoir avec eux, tout cela entre dans le cadre de la communion. Et la communication, il y a des types de communication. La communication est un type de communion avec eux. Dans la communication, par exemple, on prend le cas, nous avons souvent dans nos traditions le fait qu'un esprit puisse parler dans le corps d'une personne. Le fait qu'un esprit puisse parler dans le corps d'une personne. Vous voyez dans cela. Là, c'est un type de communion spécifique qui est une communication. Et c'est une communication directe. Comprenez? Et là, en ce moment-là, il y a un ensemble de règles qui président à ce que la fréquence de la discussion entre les deux soit une bonne fréquence. Parce que celui qui est dans le monde immatériel est parfois à des années-lumière. Entre le monde matériel et le monde immatériel, même si on a comme l'impression qu'il s'emboîte, mais c'est un espace infini, un vide infini qui est là en ce moment. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est un vide infini? Les gens qui ont fait l'expérience hors du corps et les expériences aux frontières de la mort vous disent que lorsque le moment est arrivé que l'étincelle divine sort de leur corps, ils ont eu comme l'impression d'emprunter un tunnel à une vitesse vertigineuse. Vous voyez donc cela. Donc, même si on a comme l'impression que nos deux mondes s'emboîtent, il y a une distance qui nous sépare. Et maintenant, celui donc qui est de l'autre côté et qui veut échanger avec quelqu'un qui est ici, il y a une fréquence que celui qui sert de canal doit maintenir. Ça suppose une préparation permanente de sa part, un taux vibratoire correspondant à cette préparation et qui permet l'autre de se régler à cette fréquence pour pouvoir discuter avec les humains. Vous voyez dans ça. Donc, ça c'est un type de communication. Nous appelons ça la transcommunication. Nous appelons ça comme ça. Ce sont les termes savants. C'est un type de communication, mais qui fait partie de la grande famille des transactions, des échanges, qui sont appelés communion. Ok, donc le décor étant ainsi planté, c'est-à-dire les mots ayant été définis, plus ou moins, nous entrons dans un cas
beaucoup plus concret qu'on rencontre beaucoup dans notre société, Oui. qui est la dot en Afrique. Oui. Parce que vous avez parlé de transactions, Oui. d'échanges avec nos dévanciers, ceux qui sont de l'autre côté. Donc, comment situez-vous la dot ou dans quelle forme de communion situez-vous la dot dans la relation avec nos dévanciers? Oui. La dot est une transaction entre deux communautés primaires. Ça peut être au niveau cellulaire, donc la famille. Ça peut être à un niveau encore plus important, qu'on peut appeler abusivement le clan ou la société globale. Ça dépend. Mais c'est au-delà de la transaction entre ces deux communautés primaires, c'est aussi la transaction avec l'espace immatériel de l'autre côté. Donc entre les vivants et l'espace immatériel de l'autre côté. Et au-delà de ce fait, c'est aussi la transaction entre deux espaces immatériels auxquels appartiennent les deux protagonistes qui doivent s'unir. Vous voyez que l'enjeu ici est triple. L'enjeu entre deux familles, il n'y a jamais un enjeu entre deux individus. L'individu n'existe pas. C'est le groupe qu'on connaît. On ne se marie pas à une femme, on se marie à une famille. Vous voyez cela. Donc, l'enjeu est entre ces deux familles. L'enjeu est entre les deux familles d'un côté et l'espace immatériel de l'autre côté. Et l'enjeu est entre les deux espaces immatériels appartenant à ces deux familles. Vous comprenez donc ça? Donc, la dot, c'est quoi? La dot, c'est donc le lien, c'est-à-dire le ciment qui permet de sceller des alliances à ces trois niveaux-là. Sceller des alliances. Et pas comme aujourd'hui, elle est perçue comme un achat d'une personne. Non. C'est quelque chose de symbolique. On apportait les colas, le vin de palme, peut-être une chèvre, 2 tuiles d'huile, ainsi de suite. Et généralement, c'est des choses que les gens de l'autre côté demandent, pas nous. Vous comprenez cela? C'est les gens de l'autre côté qui demandent ça. Ce n'est pas nous qui exigeons cela. C'est pourquoi c'est quelque chose de symbolique. D'accord? Et maintenant, il y a donc un moment au cours de cette dot-là où on doit se partager le cola et boire le vin de palme. C'est à ce moment-là que nous scellons donc le lien entre nous, les deux familles. Nous scellons le lien entre ces familles qui sont ici et les espaces immatériels qui sont de l'autre côté. Vous voyez donc cela. La dot aussi, c'est une façon de dire, parce que la femme représente la richesse dans nos sociétés. La vision est opposée aux sociétés nordiques, où c'est la force qui était le moteur de la société. Et la femme, ne pouvant donc pas maîtriser la production des biens, était reléguée au gynécée. C'est un espace derrière la maison où on case les femmes. Ça va devenir le harem chez les Arabes. Et on les case là-bas sur des gens inutiles. Ces personnes n'ont pas le statut d'être humain. C'est pourquoi dans la langue des autres, il n'y a pas un mot pour désigner le meurtre de la mère, un mot pour désigner le meurtre de la sœur. D'accord? C'est assez tardivement qu'on a commencé à désigner par fratricide aussi le meurtre de la sœur, ou patricide le meurtre de la mère. Mais matricide en tant que meurtre, ça n'existe pas dans leur conception. Ce n'était pas des êtres humains. Alors que chez nous, c'est la femme qui a l'économie. Et parce qu'elle a l'économie, aller prendre une femme quelque part, c'est diminuer la richesse de cette famille-là. Parce que vous avez donc diminué la richesse de cette famille, il faut l'amadouer pour qu'elle consente à vous donner sa source de richesse. Et quand elle consent à vous donner cette source de richesse, elle est en train de vous faire la faveur de vous enrichir aussi. Vous comprenez cela? Et vous l'amadouez donc avec des présents. On ne vous demandait pas l'univers. Vous comprenez là? On ne vous demandait pas l'univers. Ce n'est pas tel que c'est fait aujourd'hui, où vous avez une liste où vous pouvez dépenser même 10 millions.
Et pourtant, vous-même, vous n'avez pas une maison. Vous n'avez pas construit. Et après la dot, vous êtes ruiné. Vous n'arrivez même plus à vivre. Voilà, grosso modo, de façon ramassée, qu'est-ce que je peux dire? Donc, l'élément principal que nous avons retenu, c'est l'acte d'échange de Oui. cola et de vin de palme durant cette cérémonie de dot, qui est ici l'acte de communion, qui est à la fois pour les personnes physiques qui sont là, Oui. mais en même temps de l'autre côté. Donc c'est en cela que nous relevons la communion, que nous arrivons à contextualiser la dot dans notre thématique. Voilà. Donc, maintenant pour la suite, c'est-à-dire dans nos traditions ou dans les religions telles qu'elles nous ont été apportées ou les spiritualités, on a ce qu'on appelle la prière, la méditation. Maintenant, comment est-ce que vous situez ces formes de communion ou de communication? Pensez-vous qu'elles soient suffisantes? Parce que je vais dire suffisantes parce que de l'autre côté, on a des gens qui donnent des repas, qui font des offrandes de nourriture. Pensez-vous que la prière, la méditation soit une forme de communion ou de communication suffisante avec ceux qui nous ont dévancés? Et il y a quelque chose qu'il faudrait savoir, c'est à quel niveau on se situe. Lorsqu'on se situe dans le système du socarisme, donner la nourriture aux défunts, c'est quelque chose d'essentiel. Lorsque vous ne le faites pas et que ces défunts-là se mettent en colère, vous risquez de dépenser beaucoup. Donc, il est souhaitable pour ceux qui sont dans le système du socarisme, lorsque vous mangez, de faire un plat pour ces dévanciers-là. D'accord? Sinon, c'est des chèvres et des chèvres qu'on pourra vous demander. Et c'est une petite anecdote, j'aime bien les anecdotes. C'est l'histoire d'un jeune qui a des aptitudes exceptionnelles. Donc, il est né avec des génies particuliers qui le protègent. D'accord? Et on le lui fait savoir qu'il a des génies particuliers. Comme il a beaucoup fréquenté, il dit il n'est pas dans ces choses-là. D'accord? Il n'est pas dans ces choses-là. Je ne veux pas entendre parler de cela. Alors, il s'est débrouillé, il est parti en Italie. Mais ici, déjà, quand il était dans son pays, ses affaires marchaient très bien. Mais quelque chose s'est passé en Italie et c'est vrai, je vous raconte la scène. Il a passé un coup de fil en direction de son pays pour dire que c'est là, vraiment, ça ne va pas. Et c'est qu'il se retrouve dans une situation où il ne sait même pas s'il est en train de rêver, ou c'est une réalité. Mais il a vécu cela dans sa chair. Il est en train de conduire son vélo, il s'en va à l'école et puis il croise quelqu'un qui lui dit donne-moi une pièce, j'ai faim. Et il dit moi je ne peux pas donner de l'argent à des inconnus. Il traverse le monsieur, il continue. Quelques mètres plus tard, le monsieur est encore devant lui. Il dit donne-moi une pièce, j'ai faim. Il refuse toujours. Troisième fois, le monsieur se tient devant lui, le gifle, le racle, lui donne 2 belles gifles et le monsieur lui dit tu penses que tout ce que tu as, qui te donne ça? C'est nous qui te le donnons. Donc il s'est réveillé en sursaut et il ressentait comment ces 2 belles gifles ont résonné sur sa joue. Vous comprenez cela? Tout simplement parce que il refusait la communion entre ces gens. C'est eux qui te donnent des facilités. Et en retour, essaye de leur faire un petit paquet. Ils ne demandent pas beaucoup. Essaye de leur faire un petit paquet. Tu déposes, tu leur dis ça, c'est pour vous. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de garder cette relation, c'est-à-dire cette relation symbiotique. Et c'est ça qui les nourrit. C'est ça qui les permet de prospérer. Et ils sont là pour cela. Vous voyez donc cela. Et quand maintenant vous refusez ce niveau de communion avec eux, c'est là maintenant que vous pouvez tomber malade et on dit maintenant qu'il faut partir corriger des animaux au village. Les gens peuvent mal prendre, c'est dit que c'est quoi cette religion qui fait, mais attendez un peu, le Dieu d'Israël, vous connaissez le nombre de bœufs qu'on lui sacrifiait par jour? Nous savons encore les textes, si les gens veulent réagir, on leur sort les textes. Donc ce n'est pas parce que c'est chez nous en Afrique qu'on va dénigrer cela. Je ne veux pas dénigrer le système du socarisme. Il y a ça. Donc, mais si vous vous situez dans le système du Kenda Mwendi,
et automatiquement, alors je vous dirais que les prières, les méditations peuvent vous suffire. Parce que là, le flux mental que vous envoyez dans le multi-espace de vie est en soi déjà une nourriture pour les esprits qui y sont. Les esprits qui y sont se nourrissent de la bonté de votre cœur, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, et de l'émanation de la lumière que vous dégagez. Donc, pour répondre à votre question, ça dépend dans quel système vous vous situez. Et on ne peut pas mélanger les deux. C'est pas que je disais toujours que le socarisme et le Kendamodi ne se mélangent pas. C'est à chacun de choisir le système dans lequel il se trouve pour qu'il n'y ait pas des interférences. Voilà. Ok. Donc, on a ainsi montré clairement, vous avez ainsi montré clairement la différence entre les deux, Oui. l'approche et le choix de l'endroit où on se situe. Donc, pas le choix, surtout l'identification de l'endroit où on se situe. Oui. Donc, maintenant, pensez-vous donc que la communion avec les dévanciers garantit l'élévation ou la rencontre avec Dieu ou le divin? Je dirais que non, ce n'est pas une garantie. Au moins dans le système du socarisme, la garantie que ça peut vous donner, c'est que les portes de votre espace d'intégration vous seront ouvertes. Parce que vous êtes en harmonie avec ceux qui y sont. Là, c'est la garantie que cela peut vous donner. Mais en termes d'élevation, il s'agit de faire un réel travail spirituel qui va entraîner des transmutations de votre être. Et après le grand passage, quand le grand voile se déchire, maintenant, il y a une promotion ontologique qui va donc s'opérer. Et laquelle promotion ontologique fait suite à une projection. L'énergie de Mère Terre vous projette au stade équivalent au travail que vous avez eu à effectuer. Donc, si il faut se soucier de l'élévation spirituelle, on doit se soucier beaucoup plus de la transmutation de son être. C'est ça qui est lié, et c'est ça qui vous confère l'élévation spirituelle. Et maintenant, toute la problématique qui se pose, c'est comment est-ce qu'on procède à transmuter son être? D'accord? Et je vous assure, aller dans ces officines qui viennent de l'extérieur, ce n'est pas la solution. Mais par contre, aller dans nos villages peut être un début de solution, mais c'est tout simplement le problème se situe au niveau où vous serez dans le système du socarisme. Par contre, le Kendamodi propose ce qu'on appelle le travail de soi sur soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le Djer et les Nétérous. Donc tu connaîtras le Djer, l'univers, et les Nétérous, les dieux. Voilà la formule. Il faut se connaître soi-même. Bon, nous prenons un peu le cas de notre société pour apporter un élément en plus, qui est où nous rencontrons beaucoup de cas de maladies. Si nous allons dans les hôpitaux, et ces maladies, en général, c'est des maladies assez récurrentes, c'est cancer, c'est hypertension, c'est diabète, parfois des accidents de circulation et tout. Est-ce que cela peut être dû à un manque de communion? Ou, de l'autre côté, est-ce que cela peut être dû au fait que aujourd'hui on ne sait plus comment s'y prendre pour maintenir la communion qui nous permet de rester suffisamment en harmonie pour nous déployer au quotidien? Parce que bien que on a des cas où des gens, malgré qu'ils vont au village faire des rites pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes des cas de maladie qu'ils ont, ils n'arrivent pas, ils ne trouvent pas des solutions. On connaît des histoires où quelqu'un allait au village, il voit ce qu'on appelle un prêtre du village ou un ganga, malgré les offrandes qu'il a fait et tout, mais il ne trouve pas solution à ça. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui dans notre société où on ne sait plus peut-être comment communier? Ou est-ce que le Kendamwendi aurait des réponses dans ce sens-là, ou un canevas qui serait plus... Donc, je vois une chose,
Le système occidental de la médecine privilégie l'aspect physique. La maladie est liée à un microbe, un agent pathogène qui provoque un dysfonctionnement. Résoudre le problème revient à prendre une sorte de poison à faible dose pour tuer cet agent pathogène. C'est ce poison à faible dose qu'on appelle le médicament, le remède. D'accord? Donc, le système occidental de médecine ne prend pas en compte l'aspect immatériel de la maladie. Par contre, dans notre système, nous privilégions beaucoup plus l'aspect immatériel de la maladie, qui est la source de toutes choses. Vous comprenez cela? Donc, maintenant, ceux qui sont partis, par exemple, au village pour chercher la guérison, ils n'ont pas pu. Quelqu'un me parlait du diagnostic. On n'a pas bien diagnostiqué la maladie. D'accord? On a deux types de médecine. La médecine du soccharisme qui utilise les écorces et les herbes, elle est puissante parce qu'elle a déjà produit ses preuves. Et la médecine du Kendamundi. Posez-vous la question. Le mal dont il est question se situe à quel niveau? Et ça se situe au niveau du soccharisme. Le soccharisme a déjà eu à guérir plusieurs personnes. On aura toute une vie pour faire des témoignages là-dessus. Même si certains vont à l'église dire que c'est Dieu qui les a guéris, que c'est le Dieu de l'église qui les a guéris. Vous voyez donc cela. Maintenant, il y a des cas de maladie que le soccharisme ne peut pas guérir parce que ce n'est pas à son niveau. Parce que le soccharisme ne se soucie pas de la circulation de l'énergie dans votre corps. On ne connaît pas ça dans le soccharisme. D'accord, on ne connaît pas ça dans le soccharisme. Je vous prends un cas. En Europe, on ne traite pas la taxie actuellement. On ne traite pas la taxie. Il y a plusieurs autres maladies comme ça que chez nous en Afrique, on traite très facilement, comme la fontanelle. En Europe, on ne connaît pas comment traiter ça. Mais je vous prends le cas d'une maladie grave qui provoque une dégénérescence des cellules nerveuses. Bon, les cellules nerveuses ne se renouvellent pas. Donc, la dégénérescence là, on ne sait pas comment la stopper. D'accord? Chez nous en Afrique, c'est la chose la plus simple, c'est banal. Je vous prends le cas de la taxie qui est suite à une violation d'une règle de l'espace de la consolidation de la lumière. Cela veut dire qu'il y a eu un cas d'inceste. D'accord? Et la tradition a décidé de frapper cela. Le fluide vital qui circule dans les êtres a été contaminé par une noirceur. Et la conséquence en est que tous les enfants qui vont naître chez ces deux êtres-là qui ont fait les cas d'inceste seront contaminés par un fluide vital qui a de la noirceur. Et de génération en génération, se contaminant, tous sont appelés à être frappés de la taxie. Et parfois, ils n'atteignent pas l'âge de 40 ans, ils meurent tous. D'accord? C'est simple. La taxie se manifeste par une paralysie déjà des membres et ça devient progressif, parfois des membres inférieurs et puis supérieurs, une perte de l'énergie et tout ça. Il est possible de traiter ça avec du soufre. Est-ce que vous comprenez? Il est possible de traiter ça avec le soufre. Il faut enflammer le coccyx. Si vous l'enflammez, il y a une technique d'inflammation du coccyx. Et si vous procédez par cette technique-là, vous allez apporter l'équilibre en l'air. Parce que celui qui est frappé de la taxie et qui a le déséquilibre, qui n'arrive pas à marcher, ou bien quand il marche, il perd de l'équilibre, le problème se trouve au niveau de son coccyx. Si on choque le coccyx, il va se relever. Vous comprenez donc ça? Or, ce type de médecine, là, vous allez trouver ça où? En Occident. Vous ne pouvez pas trouver ça en Occident. Mais nous, en Afrique, on a ce type de médecine où on vous amène, on touche votre coccyx, où au bout de 24 heures, vous commencez à vous lever. Vous comprenez cela? Bon, on peut nous reprocher d'avoir des méthodes qui peuvent sembler brutales.
Je prends le cas d'une paralysie qu'on a traitée dans un village, dans une chute. Le monsieur, le jeune homme, on l'amène dans toutes les officines de médecine. On n'a pas pu le traiter. Et qu'est-ce qui se passe? On l'appelle au village. On l'amène à la chute du village. On dit aux gens de partir le chercher là-bas. Il y a une délégation pour le recueillir là-bas. Au-dessus de la chute, on l'a poussé. Il est tombé. Une chute de 20 mètres, il est tombé dans l'eau. Et quand on l'a repêché, il marchait. Vous comprenez cela? Donc, nous n'avons pas la même vision de la médecine que l'Occident. Et maintenant, quand vous partez voir quelqu'un pour vous soigner, généralement, ça ne marche pas aussi parce que on peut voir quelqu'un qui est spécialiste de telle maladie, pour vous soigner une maladie dont tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'est pas tous les traitants qui connaissent soigner toutes les maladies. Il y a des spécialités. Vous voyez cela? Donc, ceux qui sollicitent des soins ne connaissent pas ça. Et comme celui qui est traitant aussi, il touche à tout, il fait des expériences, il va prendre de l'argent. Parce que c'est devenu source d'enrichissement dans un contexte de précarité. Et quand il n'arrive pas à le faire, vous dites qu'il vous a... Non, vous n'avez pas choisi le bon spécialiste et vous avez peut-être tombé sur un spécialiste qui ne connaît pas dire que ça, je ne peux pas. Mais il y a eu des cas où le spécialiste, après avoir commencé le traitement, il vous dit, je vous envoie sur quelqu'un d'autre qui va achever, je ne peux pas finir ce traitement. Il y a des témoignages de ce type-là. Donc voilà pour ce modo. Donc ça veut dire que quelque part, on aurait donc perdu des éléments qui nous permettent de nous connecter à où il faut pour aller chercher le traitement qu'il faut. Parce que c'est un peu ça le contexte. Si on est traitant, si on est médecin africain, beaucoup ont perdu cela. Beaucoup se sont même mis à mélanger. On mélange les spiritualités de l'Orient, de l'Occident dans nos traitements africains. J'ai déjà tout vu. On mélange cela, j'ai déjà tout vu. Et on pense qu'on a une nouvelle force, on est plus fort. Mais on ne sait pas qu'à dire vrai, on perd en termes de pratique. Vous comprenez cela? Ils ont écrit quelque part dans leur livre, si tu es chaud, sois chaud, si tu es froid, sois froid. Mais si tu es tiède, je te rejetterai parce que tu es tiède. Est-ce qu'il a dit qu'on te rejettera parce que c'est la médecine africaine? Est-ce qu'on te rejettera parce que c'est la médecine occidentale ou orientale? Non. Mais si tu fais les deux, c'est là que tu es rejeté. Donc le syncrétisme, c'est la mort. Donc, en gros, à revenir à la communion, à nos us et à nos coutumes. À nos us et à nos coutumes. Le problème, c'est seulement qu'il faudrait qu'on s'organise à nouveau. Dans l'Égypte ancienne, il y avait le médecin des yeux. Chaque partie du corps avait son médecin. Si tu pars voir le médecin des yeux alors que tu as mal à la dent, il ne peut pas, il te dit que ce n'est pas sa spécialité. Donc, il faudrait que les médecins africains d'aujourd'hui disent, quand vous venez les voir, ils vous disent que ça, ce n'est pas à mon niveau. Et s'ils connaissent le médecin chez qui c'est à son niveau, qu'ils vous disent que, voilà, allez voir tes médecins. Comprenez cela. Ça, c'est une question, ça relève de l'organisation interne de notre société. Et il faudrait une force régulatrice tellement si intransigeante qui va frapper à ce niveau-là lorsque ce n'est pas respecté. Qui va frapper. Il faut vraiment cette force-là. D'accord. Merci beaucoup, Serge Balok. C'est moi qui vous remercie. Je sais que vous aviez encore beaucoup à nous dire. Et nous prions nos téléspectateurs, nos téléabonnés et à tous qui nous suivent de s'abonner au maximum sur les éditions Kepri TV, de continuer de nous suivre, de ne pas hésiter à poser des questions, car les questions d'aujourd'hui peuvent être les thématiques de demain. Donc, et merci encore et à très bientôt. Merci. Akandemba,